Bonjour Julie Barlatier, bienvenue. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir. Vous avez créé Barjane en 2006 avec votre frère Léo, mais on peut dire que la logistique c'est une longue histoire familiale. Racontez-nous, commençons par là. Alors oui, donc j'ai créé Barjane avec mon frère Léo en 2006. Nous avons choisi de développer de l'immobilier logistique. Et effectivement, nous avons choisi ce secteur d'immobilier logistique parce que notre père avant nous avait été logisticien. Donc ça veut dire qu'il avait transporté et stocké de la marchandise. Et même avant ça, nos grands-pères, arrière-grands-pères avaient été transporteurs. Donc c'est une longue histoire. Et donc à chaque étape familiale, à chaque génération, on a essayé de faire quelque chose au service de la logistique. Alors quand vous créez Barjane, donc il y a 16 ans, est-ce que les enjeux environnementaux sont déjà présents dans votre esprit, dans votre stratégie même ? Alors, pour nous, ils ont été dès le début, parce que nous connaissions bien ce métier, nous avions vu notre père le faire, nous avions vu que ces grands bâtiments, déjà, ils étaient très visibles dans l'environnement. Il fallait pouvoir les intégrer au territoire. Beaucoup de gens les trouvaient laids, beaucoup de gens se plaignaient déjà du trafic poids lourd, du trafic routier. Et donc pour nous, c'était dès le départ dans le cahier des charges de faire quelque chose qui soit beau, qui s'intègre dans le territoire et qui soit durable. Donc on ne parlait pas encore de développement durable au sens environnemental, mais en tout cas qui soit durable, qui puisse s'intégrer et être exploité très longtemps. Et donc ça faisait partie de notre cahier des charges de départ. Quand on parle quelques chiffres sur le secteur de la logistique dans l'économie française, ça représente 10% du PIB, du produit intérieur brut, et 1 800 000 employés. Donc ça donne une idée des enjeux que ça peut représenter pour le secteur de penser finalement un site logistique pour une industrie avec ces critères environnementaux, entre autres, le climat, la biodiversité, on parlera de sociétal aussi. Mais quand imaginons, vous créez un site ex nihilo. C'est quoi le premier levier sur lequel vous dites là on peut être efficace en termes de sobriété énergétique par exemple? Alors, donc, chez Barjane, nous avons choisi justement pour bien répondre à ces enjeux d'être présents de A à Z. Donc nous faisons la recherche foncière pour choisir le meilleur site logistique. Donc ça c'est en partenariat avec nos clients parce que ne l'oublions pas. Pourquoi nous faisons de l'immobilier logistique? C'est pour servir des clients, des industriels, des gens de la distribution alimentaire, distribution non alimentaire, gestion de colis, tous les secteurs. On l'a vu pendant le Covid, la logistique, ça a continué à tourner parce que sinon on n'aurait pas pu se soigner, on n'aurait pas eu de médicaments, on n'aurait pas eu à manger, on n'aurait rien eu. Donc c'est vraiment un secteur essentiel et parce qu'on ne le voit pas, peu de gens s'en rendent compte. Donc c'est vraiment important qu'on le sache, essentiel à l'économie. Donc de A à Z, ce qui permet dès la conception d'intégrer ces défis. La première chose, c'est de trouver le meilleur site, donc évidemment d'accès aux routiers, près des personnes, le plus près des gens qui vont avoir besoin de ce qui va être livré. Et puis ensuite, c'est la page blanche. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de concevoir le meilleur bâtiment dans le meilleur environnement. Donc on tient compte de la nature, on commence par des diagnostics environnementaux, archéologie, faune, flore, loi sur l'eau, pour être sûr qu'on va bien intégrer le parc et qu'on va faire le bâtiment le meilleur possible. Ensuite, on reste à la construction. On suit tout ce chantier. On a des chartes chantier vert pour être sûr qu'on garde le plus de choses sur le terrain. Si on aménage des friches, donc de recycler tout ce qu'on peut sur le terrain, de dépolluer et de faire construire la meilleure plateforme en choisissant des bons matériaux. On en parlera plus tard, je pense, mais choisir les bons matériaux, ça a un impact sur toute la partie de l'exploitation du bâtiment. Et un bâtiment, peut-être qu'il faut 1 an ou 2 ans pour le construire, 1 an ou 2 ans pour le concevoir, mais on va l'exploiter 30 ans ou 50 ans. Oui, c'est sur toute la durée de vie qu'il faut penser son impact. D'avoir bien conçu un bâtiment. Et puis, nous avons choisi dès le départ de rester gestionnaire. Et justement, comme je vous le dis, parce qu'on va exploiter un bâtiment 30 ans ou 50 ans, pour nous, c'est important. Si on l'a bien conçu, si on a bien conçu les espaces verts, si on a replanté ce qu'il fallait pour recréer la biodiversité, il faut bien le gérer. Sinon, tout ça, ça ne va pas porter ses fruits. Mais alors peut-être que la réponse, elle n'est pas globale, elle dépend des sites. Mais qu'est-ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'un site logistique industriel ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà la première chose, c'est le terrassement. Donc, comment on va bouger la terre sur site, puisque la logistique, c'est des grands bâtiments avec un sol très très plat pour que les engins ou les systèmes mécaniques puissent circuler. Et donc, il y a beaucoup de mouvements de terre. Ce qui est très important, c'est de pas en faire sortir. Et donc, même quand on doit retraiter des déchets, tout ce qu'on peut retraiter, casser, trier, recycler, c'est très important de le faire sur site. Ça évite de mettre des camions sur les routes. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite,
ensuite, c'est le choix des matériaux. Donc, il y a tout ce qui est lumière naturelle, donc essayer d'avoir de la lumière naturelle ou des éclairages LED pour moins consommer d'électricité. Le chauffage, si ça peut être du chauffage décarboné. Les matériaux, aujourd'hui, se développent des bétons bas carbone. C'est encore naissant, mais nous, on en utilise déjà. Le bois, par exemple, vous allez chercher un bois, sourcer un bois spécifique? Alors, avant, les entrepôts étaient beaucoup en charpente métallique ou en charpente béton. Donc, nous, on a choisi, ça fait déjà plusieurs années, la charpente bois. C'est plus résistant au feu. En général, c'est fabriqué plus localement. Et ensuite, c'est beaucoup plus lumineux. Et donc, ça apporte aussi un confort pour les utilisateurs. Parce qu'on oublie aussi qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans les plateformes logistiques. Nous, on a plus de 3000 personnes qui travaillent dans nos plateformes qu'on a créées. Qui ne sont pas vos salariés, pour bien comprendre, qui sont les salariés de vos clients. Alors, certains sont nos salariés, parce que c'est nos salariés qui entretiennent les sites, les espaces verts et les centrales photovoltaïques que nous installons en toiture, parce que nous sommes nous-mêmes producteurs d'électricité. Mais la grande majorité sont évidemment les salariés de nos clients. Donc les salariés de Thales, d'Airbus, de Carrefour, de Lidl, de la Poste, de tous ces gens-là. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ce bilan carbone. Scope 1, 2, 3, on connaît ici dans cette émission ce que ça veut dire. Pourquoi le scope 3, c'est le plus important aussi pour un métier comme le vôtre? Alors, on a fait effectivement notre bilan carbone il y a 2 ans parce qu'on s'est toujours donné des objectifs ambitieux et donc après beaucoup de certifications, c'était l'étape importante. Et puis ça permet de voir comment on progresse aussi. Exactement, et puis de pouvoir mesurer nos impacts et de les diminuer parce que c'est l'objectif. Et donc nous sommes, une petite équipe, on est 60 salariés sur 3 pays, donc on voyage un peu, on a l'impact des bureaux, mais on n'a pas un énorme impact personnel. Le gros impact, c'est l'impact donc effectivement du scope 3, c'est tous nos impacts indirects. Et ces 2 impacts indirects, c'est effectivement ce qu'on vient de dire, la conception du bâtiment, le chantier, quels matériaux on va choisir, d'où ils viennent et comment on les assemble pour en faire un chantier. Donc ça, c'est une grosse partie. Et puis évidemment, la plus grosse des parties, c'est comment ces bâtiments, ces parcs vont être exploités. Et donc c'est là où c'est vraiment important de nouveau de se mettre en amont et de bien concevoir les bâtiments pour que nos clients ne chauffent pas avec du gaz, utilisent le moins d'électricité possible, que l'énergie qu'ils utilisent, on les produit sur site, d'où l'intérêt de ces centrales photovoltaïques. Aujourd'hui, on commence à installer aussi des stations à gaz liquide. Et puis, on étudie aussi tout ce qui est hydrogène, puisque les véhicules, que ce soit les voitures ou les camions, vont pouvoir utiliser d'autres carburants que les carburants classiques. Et donc, ça, c'est important pour nous, c'est notre impact, parce que tout ce qu'on fera, ça aura un impact sur très longtemps, sur 30 ans, 50 ans. Et donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Oui, je vous écoute, Julie Barlatier, et je pense au plan de sobriété énergétique et aux efforts demandés, notamment par le gouvernement, aux entreprises depuis quelques semaines. Est-ce que c'est possible de faire encore mieux quand on a déjà cette démarche? C'est-à-dire, quand vous avez entendu, vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez entendu la Première ministre Elisabeth Borne lancer un appel aux entreprises en disant il faut que tout le monde fasse un effort, il faut essayer de trouver 10% d'économie rapidement, c'est possible? C'est toujours possible. Du moment qu'on le veut, c'est toujours possible. Donc nous, ce qu'on a fait, on a anticipé, on l'avait déjà fait il y a 2 ans, on s'est fait certifier. On a obtenu la certification cette année, mais c'était issu d'un travail déjà de 2 années. ISO 50001, c'est la certification sur la gestion de l'énergie pour pouvoir effectivement bien accompagner nos clients sur cette transition énergétique. Et oui, on a mis des centrales photovoltaïques sur toutes les toitures de nos bâtiments, mais la technologie progresse, donc on peut toujours en mettre plus. On peut en mettre sur les parkings. Y a beaucoup. On peut changer les chaudières au gaz pour d'autres chaudières. On peut faire de la géothermie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut changer les véhicules. On a avec un préfet dans le sud, on développe tout un parc. On en parlera parce que c'est une friche assez intéressante, le parc des Aiguilles dans le Var. Et on travaille avec les collectivités sur la mobilité, comment les salariés aussi vont venir. Et donc ça, si on fait du transport collectif ou du covoiturage ou la mobilité douce, et ben c'est aussi du carbone, enfin c'est de l'essence qui n'est pas consommée, du carbone qui n'est pas... Donc on peut toujours faire mieux, il y a des solutions. En général, on ne peut pas le faire au seul, donc c'est bien que justement il y a cette mobilisation générale. Et ce qui se passe en ce moment, ça va accélérer la transition. Donc, c'est un peu douloureux, mais c'est très positif parce qu'on va y arriver. 20% d'espace vert en moyenne sur les sites logistiques Barjane, 54 000 arbustes, 6 500 arbres plantés. Ça veut dire que vous travaillez sur la biodiversité quand vous créez un site, sauf que ce n'est pas votre métier de base. Donc, qui vous conseille pour choisir les bonnes essences, pour faire ce travail de biodiversité ?
Oui, alors déjà on s'était focalisé sur la biodiversité parce qu'on avait fait un petit sondage au début de Barjane, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, sur nos clients et leurs équipes qui travaillent dans nos plateformes logistiques, et on s'était aperçu que les gens sont plus sensibles à la nature, aux espaces verts finalement qu'à l'architecture, aux couleurs des bâtiments. Et donc on s'était... Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que les sites soient mieux intégrés, que ceux qui y travaillent se sentent bien, etc. A envie de venir travailler parce que voilà, on parle beaucoup, il faut les gens, on a beaucoup besoin, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces plateformes logistiques. Et donc on s'était donné pour ambition de faire des espaces verts qui soient confortables, qui recréent la biodiversité, puisque justement nous on consomme beaucoup, on imperméabilise des sols, et donc c'était important pour nous de compenser aussi en recréant de la biodiversité. On fait toujours des diagnostics pour savoir quelles espèces il y a sur le site au départ. Et il peut y avoir des espèces protégées. S'il y en a, on met en place avec la DREAL des plans de compensation sur site si on peut, ou alors en dehors. Et on se fait aider avec des écologues qui commencent par faire les diagnostics et qui nous proposent des solutions. Et puis on travaille avec eux lorsqu'on replante les espaces verts. Donc effectivement 20%, même on a des parcs où c'est quasiment un tiers d'espaces verts qui sont recréés. On s'en sert, par exemple, on retraite toutes les eaux les eaux pluviales. Au lieu de faire des bassins bâchés qui sont pas jolis, on utilise des plantes phytosanitaires pour traiter les hydrocarbures. Et donc ça fait des espaces verts humides qui recréent beaucoup de biodiversité. Donc ça veut dire que vous n'utilisez pas moins de produits chimiques puisque c'est les plantes qui traitent les eaux. Et en même temps, c'est des espaces naturels de biodiversité. C'est humide, ça refait venir de la biodiversité. Et donc, on est accompagné de HKZ avec des écologues. On fait des partenariats aussi, on en a fait plusieurs avec la Ligue de protection des oiseaux, qui viennent de faire aussi des diagnostics amont et puis qui repassent régulièrement voir le résultat, puisque c'est pareil, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue, donc voir ce qu'on peut toujours faire de mieux. Et ça donne vraiment des résultats et on en est très fiers, parce que par exemple, sur le parc des Bréguières, qui est un parc qu'on a développé dans le Var, qu'on a conçu au début de Barjane et qui est maintenant terminé avec plus de 1000 personnes qui travaillent tous les jours dessus, qui fait 80 hectares. On avait, en 2013, la LPO avait compté à peu près 113 espèces, donc lézards, papillons, oiseaux, toutes sortes d'insectes. Ils sont revenus quelques années après, il y en avait déjà 175, donc il y avait d'autres espèces qui étaient revenues. Et on va continuer à faire ça et à travailler. Et c'est des équipes, c'est nos salariés Barjane qui entretiennent tout ça, qui veillent à ce que ce soit bien. Vous voyez, il faut couper les herbes ou pas les couper. Il faut effectivement ne pas utiliser de produits chimiques. Et donc tout ça, ça marche. Ce parc des Bréguières, c'était une de vos premières réalisations, c'est ça? C'est la réalisation qui a lancé Barjane. Qui a lancé Barjane, qui était une sorte de laboratoire, on peut dire ça? Oui, exactement. Donc c'était au pied d'un village médiéval, le village des Arcs-sur-Argent, magnifique. Et donc la collectivité nous a fait confiance, et je les en remercie, à l'époque. Et donc nous avons conçu tout le parc, donc où les routes, les bassins, les parkings, les bâtiments seraient. Et puis petit à petit, au fil des ans, on a accueilli une douzaine d'entreprises. Il y a 12 plateformes logistiques, autant de centrales photovoltaïques en toiture des bâtiments, des espaces verts qu'on a voulu en périphérie pour faire vraiment un tampon avec le reste du village. Et on continue, on l'anime, c'est notre équipe qui l'entretient. On a créé aussi un pôle de service pour les utilisateurs, donc avec agences bancaires, agences d'intérim, assurances, notaires, tout ce qu'il faut pour que les gens qui travaillent trouvent aussi des services. Et voilà, donc c'est vrai que on a beaucoup de projets, on en a fait beaucoup, notamment en région parisienne et en Angleterre aussi. Mais celui-ci, comme on l'a fait pendant plusieurs années, voilà, c'est à la fois un laboratoire, parce qu'on continue à essayer de nouvelles choses, et puis à la fois une référence de ce qu'on a réussi à faire. Je voudrais qu'on parle des friches industrielles. Est-ce que c'est ce qui a le plus changé en 16 ans dans finalement les sites sur lesquels vous installez? Parce que maintenant, il y a une pression réglementaire pour qu'on choisisse prioritairement des friches industrielles plutôt que d'artificialiser de nouveaux sols. Ouais. Alors, on a toujours eu conscience qu'on utilisait des sols. Et donc, nous, chez Barjane, effectivement, notre métier, c'est l'immobilier logistique. Mais parce qu'on a voulu compenser, on est aussi gestionnaire de 2 millions de mètres carrés de forêt et 1 million de mètres carrés de terres agricoles. Parce qu'on a toujours voulu ça et effectivement, on a toujours essayé de garder un certain équilibre. Pour vous donner un exemple, on vient de collecter plus de 2 tonnes d'olives
parce qu'on a beaucoup planté d'oliviers sur ces terres agricoles. Donc voilà, ça c'est un petit métier annexe. Il y a de l'huile d'olive Barjane. Il y a de l'huile d'olive Barjane, il y en a 350 litres, donc c'est quand même, ça commence à être significatif. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours eu conscience et qu'on va continuer à faire sans, voilà, on n'a pas attendu la réglementation. Et mais dans vos projets aujourd'hui, je crois qu'il y a l'objectif 2025, 30% de projets qui soient sur des friches. Vous en êtes à combien aujourd'hui, par exemple? Alors aujourd'hui, on n'est pas très loin déjà de cet objectif, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a des territoires où il y a des friches et des territoires où il y a moins de friches. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, on l'a déjà testé. On avait au sud de Paris démonté complètement une briquetterie. On a refait une plateforme logistique pour Biocoop. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et on a surtout un projet très ambitieux dans le sud de la France, à Ansuez-la-Redonne, aux portes de Marseille, sur lequel on a déjà... Alors c'est le parc des Aiguilles. Le parc des Aiguilles, voilà. Donc c'est un parc de 65 hectares, au bord de l'autoroute A55. Qui était très pollué parce qu'il y avait eu une carrière, un incinérateur, enfin beaucoup d'activités avant. Donc on vient de passer quasiment 2 ans à dépolluer. C'est quoi, de l'amiante par exemple? Il y avait de l'amiante, il y avait des hydrocarbures, des déchets enfouis. Donc il y a eu plus de 75 000 mètres cubes de déchets alors qu'on a trié. Certains on les traite sur place avec d'autres produits. Certains on a pu concasser et réutiliser pour les sols. Donc ça a été la première étape. Et puis aujourd'hui, nous construisons, enfin même la première des plateformes logistiques va être livrée la semaine prochaine. On a déjà 2 bâtiments donc presque terminés, un pour Decathlon et un pour Action, le groupe hollandais, avec des centrales photovoltaïques qui vont être installées, qui seront en production dès le printemps. Et puis ça va être tout un parc, donc il y aura d'autres plateformes logistiques. Mais pardon de vous interrompre, quand on dit friche industrielle, ça veut dire que le projet est forcément plus long? Parce que la dépollution du sol, parfois du sous-sol, c'est plus long et évidemment, aujourd'hui, c'est plus coûteux. Et donc, effectivement, ça a un impact aussi sur toute la chaîne derrière. Donc, il faut penser que nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour servir des clients qui eux-mêmes ont des clients. Et donc, c'est vrai que tout ça, il faut trouver un modèle économique. Et que donc, selon le type de friche et le type de pollution qu'il y a pu avoir, le modèle économique est plus compliqué. Mais bon, moi, je suis une optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Et puis, c'est aussi, et je crois beaucoup en la technologie, c'est qu'aussi il va y avoir des nouvelles façons de traiter tout ça, ou de construire ou de reconstruire. Et donc, on va y arriver. C'est pour ça qu'on s'est donné cet objectif ambitieux d'y arriver. Mais ça reste un challenge parce que des friches, il n'y en a pas partout. Et pourtant, le besoin logistique, il est là partout. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre entre friche et pas friche. Et évidemment, c'est compliqué, mais... Et vous êtes optimiste comme moi, et c'est important, ça donne aussi l'énergie pour avancer. Et vous êtes aussi, vous l'avez dit plusieurs fois, énergéticien. Donc ça veut dire que systématiquement dans vos projets, il y a des panneaux photovoltaïques? Oui, alors 100% des projets, il y a des panneaux photovoltaïques. 100% des projets, il y a des panneaux photovoltaïques. Ça fait depuis 2010 que nous sommes producteurs d'énergie photovoltaïque. Donc ça fait presque, depuis le début de Barjane. Alors on parlait du parc des Bréguères. De nouveau, c'est là qu'on a commencé, au Bréguères et puis à Marignane, pareil, qui est à côté de Marseille, sur un gros bâtiment qu'on avait fait pour Airbus Helicopters. C'était la naissance, en tout cas en France, ça a commencé les panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose qu'on a voulu tester. On avait ces grands toits plats. On se disait, il faut les utiliser. Lorsqu'on a un projet, autant faire au maximum. Et comme on vient, comme vous l'entendez à mon accent, du sud de la France, il y a du soleil. Et donc, c'était vraiment logique de le faire. Donc, on l'a testé. On a vu que ça marchait, que ça produisait très, très bien. Ça produit même lorsqu'il y a des nuages. On voit la différence, mais ça produit très bien. Et la technologie, en plus, progresse très, très vite. Ce qui fait que entre les centrales photovoltaïques qu'on a installées il y a 10 ans et celles qu'on installe maintenant, c'est fantastique. Le productible est le gain est vraiment important. Le gain est vraiment efficace. Mais ça veut dire que vous produisez l'équivalent de la consommation d'une ville de combien d'habitants? Alors aujourd'hui, on a 20 mégawatts crête en production. Ça fait l'équivalent de la consommation de 13 000 personnes. Donc c'est déjà beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, puisque en fait nous on produit l'électricité qui est consommée dans les bâtiments. Ça permet à vos bâtiments d'être autonomes. On a beaucoup de bâtiments qui sont carrément à énergie positive, qui produisent plus que ce que les clients consomment. Voilà, ça dépend de l'activité, ça dépend s'il y a des entrepôts frigorifiques, s'il y a beaucoup de process, pas de process. Mais on produit aujourd'hui plus que ce que nos clients consomment. Mais ça veut dire que c'est un engagement, une action, un enjeu écologique
et économique. Ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, l'électricité, enfin la production d'électricité? Alors tout ça a été très réglementé, donc aujourd'hui ça représentait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, mais avec effectivement les coûts de l'énergie qui augmentent, je pense que ça va prendre une part plus grosse de notre chiffre d'affaires. Ça veut dire, pour être très clair, que vous gagnez de l'argent parce que le coût de l'électricité est en train d'augmenter, comme vous êtes producteur d'électricité. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, oui, c'est aussi une augmentation de chiffre d'affaires. Oui. Bien sûr. Donc nous, on le fait en région parisienne, on va en installer une aujourd'hui en Angleterre. Enfin voilà, c'est quelque chose. Mais en voyant ça, je me disais, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est-à-dire qu'il y a tellement de sites industriels, tellement de sites logistiques qui, comme vous le dites, ont des toits qui se prêtent parfaitement au photovoltaïque. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Alors, je pense que tout le monde va s'y mettre. Je crois qu'il y a quand même un engouement qui se fait. Et ça s'accélère, mais il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui le faisaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut y avoir pensé au début parce que, évidemment, ça pèse sur une charpente. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir pris des prédispositions pour que les bâtiments puissent supporter le poids de tous ces panneaux. Et donc, on va pouvoir en mettre sur tous les bâtiments. C'est sûr que les bâtiments qui existent et qui ne l'avaient pas prévu, probablement, les centrales seront moins dimensionnées. Mais c'est quelque chose, effectivement, que tout le monde peut faire. C'est passé très vite, il nous reste 1 minute 30. C'est quoi l'avenir des sites logistiques industriels? Est-ce qu'ils vont changer même visuellement pour des questions de prise au sol, justement, quand on parlait d'artificialisation, j'ai réussi à le dire la seconde fois? Alors, on voit. Ils vont être plus hauts, par exemple. Alors voilà, on voit dans beaucoup de pays qui n'ont plus beaucoup de foncier. On a vu effectivement des hôtels logistiques ou des plateformes logistiques à étage. Donc c'est peut-être une solution. Il y en a qui ont essayé aussi enterrer. En tout cas, moi je pense qu'il y aura sûrement plus de hauteur. Beaucoup plus d'automatisation aussi pour être plus efficace, pour faire plus avec les mêmes surfaces. Et puis oui, comme on travaille à l'intégration, il y aura toujours plus d'espaces verts, toujours plus de centrales photovoltaïques, de la géothermie, tout ce qu'il faut pour faire de l'hydrogène ou du gaz, des stations de gaz liquide pour que les véhicules soient plus propres. Et puis bien sûr de la mobilité, donc ça va continuer à changer. Donc c'est vraiment passionnant. On agit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que la logistique, c'est un secteur essentiel et que voilà, on agit pour le bien de tous. Merci beaucoup, Julie Barlatier. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière, comme tous les jours.